Bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. Il est 22 heures sur nos antennes. L'heure du journal de la soirée. Nous aurons donc dans l'actualité de cette édition Unité nationale dans le cadre de la solidarité et du progrès. Le message du ministre de l'Intérieur à la population de Bok. Nouvelles restrictions israéliennes sur le pouvoir foncier palestinien. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints. Le ministère des Affaires musulmanes et du Bien-Warf a organisé hier une importante réunion dédiée à l'accueil du mois béni du Ramadan dans les conditions optimales tant sur le plan organisationnel et spirituel. Réunion tenue au siège du Haut Conseil islamique a vu la participation notamment du secrétaire exécutif du Conseil, le directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya et de la culture de la paix, le directeur des affaires musulmanes également, ainsi que de nombreux imams ulémas du pays. Les délibérations portées sur l'exploitation des bienfaits de ce mois béni du Ramadan, approfondir la foi, renouveler la spiritualité des musulmans. Les ulémas ont souligné que le Ramadan constitue une occasion privilégiée pour raviver les valeurs morales et spirituelles, renforcer l'honnêteté, la piété, la patience, la miséricorde, ainsi que la consolidation de la solidarité au sein de la société, insistant ainsi sur la préservation de la sacralité du mois et le maintien de sa dimension spirituelle dans tous les aspects de la vie quotidienne. Lors de cette réunion, un circulaire émanant de la direction des affaires musulmanes a été distribué. Elle appelle à l'unification ainsi que la prière du Maghrib et de l'organisation des prêches et des conseils religieux dans les mosquées à la rationalisation de la consommation d'électrique et d'eau sur les infrastructures religieuses. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire exécutif a insisté sur le renforcement des programmes de sensibilisation aux valeurs islamiques et à la modération ainsi qu'à l'équilibre dans la société. Le directeur a également insisté sur l'organisation des mosquées et les prêches. C'était dans les titres à présent, dans le cadre de la politique de proximité impulsée par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le ministre de l'Intérieur, Serine Hassan, s'est rendu dimanche 14 février 2026 de la région d'Abok dans le cadre de sa tournée semestrielle à travers le pays. Dès la matinée, la délégation ministérielle s'est rendue à Ouadji sous la sous-préfecture d'Ali Dada. Sur place, le ministre a pu constater directement les conditions de vie des populations et s'imprégner des réalités sociétales de la société locale. Des échanges spontanés avec les habitants ont illustré la volonté des autorités à rester proches des citoyens, de maintenir un dialogue permanent avec eux. Au cours de cette visite, le directeur général de la population, Abdillahi Absiye, a présenté plusieurs mesures concrètes pour faciliter l'accès des citoyens aux pièces d'identité de la région. Ces initiatives portent notamment sur le renforcement des dispositifs d'enregistrement, la simplification des procédures administratives et le déploiement des services de proximité dans les localités les plus isolées. Renforçant ainsi l'inclusion administrative et l'exercice effectif des droits civiques. L'émission officielle s'est déroulée en présence du préfet de la région, Moussa Aden Migane, le sous-préfet d'Adaïli Dada, Mohamed Ali, ainsi que plusieurs autorités et de coordinateurs, ainsi dans l'engagement de l'ensemble des administrations territoriales. Dans le sillage de la politique de proximité impulsée par le chef de l'État, dans sa tournée, le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec les ulémas, les OCAL de la région, ainsi dès les premières heures de cette journée sur place. Le ministre s'est entretenu avec les différents partenaires ainsi que la population de Dalaïdada relevant ainsi de la sous-préfecture de Bok. Le ministre a choisi d'engager le dialogue avec les habitants afin de constater par lui-même les réalités du quotidien. Une immersion qui illustre la volonté du gouvernement de proximité fondée sur l'écoute, l'observation, la compréhension des préoccupations citoyennes. Ainsi, sur place, le directeur général de la population, Abdillahi Absiye, a présenté également une mesure destinée à résoudre les questions de l'identification administrative de cette région. Il était accompagné par le préfet et le sous-préfet de Dalaïdada.
Et dans son intervention, le ministre de l'Intérieur a expliqué que sa visite dans la région s'inscrivait dans le cadre de ses tournées annuelles. Il a également rappelé que l'année précédente, il s'était rendu à Gorangar, Melouhlei, Gandouli avant de faire étape à Obok. Cette année, a-t-il indiqué, il a choisi de revenir sur cette localité pour y rencontrer les notables, précisant qu'il s'agissait là de l'objet principal de ce déplacement. Il a déclaré également de s'être informé en amont avec le préfet de la situation sur le terrain. Selon lui, ils ont échangé sur l'évolution de la situation du district de la région de Bok, notamment sur l'éventuelle difficulté liée à l'approvisionnement en eau, à l'état du système de santé, à la situation des secteurs éducatifs. Le préfet a ajouté, lui avoir fait part des défis qui persistent encore. Le ministre a ensuite souligné l'importance, selon lui, de se rendre sur le terrain au moins une fois par an, voire deux ou trois visites et rencontres avec les locales et les populations, ainsi dialoguer. Il a également affirmé dans cet échange permettant d'obtenir des informations précieuses qui n'en ressortent pas toujours des réunions officielles. Il a également préféré personnellement cette approche de proximité fondée sur l'écoute et la transition. Revenant sur sa tournée de l'année précédente, le ministre a indiqué que les habitants lui avaient fait part de nombreuses préoccupations. Il a précisé que certains de ces questions relevaient de son ministère, tandis que d'autres dépendaient de ses collègues du gouvernement. Il a reconnu que si certains demandes avaient trouvé solution, d'autres, en revanche, demandaient réflexion. Enfin, le ministre a conclu en expliquant que l'objectif de ces rencontres était justement de faire le point sur ce qui pouvait être résolu, sur ce qui n'ont pas encore été. Et cet échange a permis aux différents partis et habitants et également aux ministres de revenir sur les préoccupations de la localité de la sous-préfecture de Bok. Santé à présent, dans le cadre du retrait préventif de certains lots de lait infantile en poudre récemment incriminés, le ministère de la Santé informe la population qu'une équipe de l'inspection générale des services de santé a mené une mission d'inspection dans l'ensemble des pharmacies, supermarchés et autres points de vente. Cette opération de contrôle avait pour objectif de vérifier le retrait effectif de tous les lots mentionnés dans le communiqué officiel, s'assurer également qu'aucun produit incriminé ne demeure disponible à la vente, sensibiliser ainsi les commerçants et responsables de points de vente et de distribution sur l'importance du respect strict des mesures de retrait et ainsi rassurer la population quant aux dispositifs pris pour garantir la sécurité sanitaire des nourrissons. À l'issue de cette mission, il a constaté que les lots concernés étaient retirés des circuits de vente conformément aux instructions du ministère de la Santé. Des contrôles de suivi seront toutefois poursuivis afin de garantir le respect continu des mesures sur place. Le ministère de la Santé rappelle aux parents et aux tuteurs de vérifier systématiquement les références et les numéros des lots de produits à acheter, à ne pas utiliser des produits faisant l'objet de retrait, signaler tout produit suspect encore disponible sur le marché. Et dans une déclaration faite sur ce sujet, le ministre de la Santé est revenu sur le retrait préventif de ces lots de lait infantile récemment qui ont mis en cause des raisons de risque potentiels. Écoutons le ministre de la Santé. Dans un premier temps, je voudrais souhaiter au chef de l'État, à la Première Dame, au gouvernement, au président de l'Assemblée et aux parlementaires, à tous les professionnels de santé, à tous les Djiboutiens, le monde musulman, un bon mois de Ramadan. Ramadan béni. Deuxièmement, cette semaine, nous avons eu une alerte qui est venue de l'extérieur concernant une contamination du lait infantile en poudre de premier âge et de deuxième âge, une contamination par des microbes, par de germes, un Bacillus carus. Comme vous le savez, le lait infantile, pour s'approcher du lait maternel, les industriels ajoutent un certain nombre de produits industriels, des protéines, des lipides, des sels minéraux et des vitamines. Selon l'alerte que nous avons reçue,
les lipides contenant dans le lait infantile, les industriels ont constaté une contamination d'un bacille qui produit une toxine qui endommage, voire perfore les intestins et le gros côlon. Ceci entraîne une maladie, des vomissements, une diarrhée, pas de fièvre, mais surtout des vomissements. Ceci peut entraîner une déshydratation de l'enfant, voire le décès de l'enfant. Le ministère de la Santé, ayant reçu cette alerte, a immédiatement diligenté les agents de santé de l'Inspection générale des services de santé, qui ont immédiatement alerté par l'intermédiaire de médias la population djiboutienne sur les lots et les références des lots incriminés. Nous voulons sensibiliser la population sur ce qui suit. Premièrement, nous voulons informer tous les publics à regarder avant de donner le lait à leurs enfants, si les boîtes figurent bien les lots que nous avons déjà affichés au niveau des écrans de la RTD, de la Nation et au niveau des réseaux sociaux. S'ils s'aperçoivent que le lait sont parmi les laits incriminés, ils doivent immédiatement soit ramener dans une structure de santé, soit les détruire. Deuxièmement, si les parents s'aperçoivent que leurs enfants, de façon inhabituelle, ont des vomissements, une diarrhée, mais pas de fièvre, ils doivent immédiatement ramener l'enfant en consultation dans le centre de santé le plus proche. Par ailleurs, le ministre a insisté sur l'importance de l'allaitement naturel exclusif durant les 6 premiers mois de vie du nouveau-né. Conformément aux recommandations internationales en matière de santé, il a rappelé que le lait maternel demeure l'aliment le plus sûr. Nous sensibilisons et nous disons que le lait maternel ne peut jamais être copié. Le lait maternel est le seul aliment pour les nourrissons, surtout de moins de 6 mois. Nous voulons sensibiliser les mamans à donner plus le lait maternel. Je veux profiter de cette occasion également pour dire que tous les professionnels de santé et surtout les inspecteurs de l'Inspection générale des services de santé sont mobilisés pour passer les pharmacies, les dépôts et tous les stockages de ce lait pour pouvoir les rassembler et les détruire. Enfin, je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour sensibiliser sur un phénomène que nous sommes aperçus ces derniers temps. Un certain nombre de personnes dans les réseaux sociaux essayent de vendre, de faire de la publicité d'un certain nombre de produits, souvent cosmétiques, mais qui contiennent des substances médicamenteuses. Ces produits destinés donc à la peau ne peuvent être vendus que par des pharmaciens. Nous voulons alerter ces personnes que tout produit qui contiennent des substances médicamenteuses sont strictement réglementés et doivent être manipulés, stockés par des personnes habilitées et surtout par des pharmaciens. C'était la déclaration du ministre de la Santé, Ahmed Roblé Abdili. Allant au Marrakech, cette fois-ci, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, accompagné de l'ambassadeur de la République djibouti auprès du Royaume du Maroc, Douhour Mohamed Hersi, dont une importante délégation de responsables de son département ont pris part à la 6e conférence mondiale sur l'élimination du travail de l'enfant tenue au Marrakech du 11 au 13 février
2026, organisé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI par le ministère marocain de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences en partenariat avec l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Cette rencontre internationale a réuni plus de 700 participants, représentant ainsi 187 États membres de l'OIT, ainsi que des partenaires sociaux, des organisations internationales, de l'Organisation arabe du travail, des experts et acteurs de la société civile. Cette conférence a permis de faire le point sur les progrès accomplis depuis l'édition précédente à Durban en 2022, tout en mettant en lumière les défis persistants liés à la prévention et la protection et au retrait effectif des enfants des formes de travail interdites. Elle a également servi de plateforme de concertation pour renforcer la coopération internationale et harmoniser les politiques publiques dans le cadre d'action au niveau national, régional et mondial. Sur ce, je vous propose d'écouter l'intervention du ministre du Travail. Pour les micros, c'est réglé, c'est depuis la régie, donc vous pouvez parler directement. Voilà, ça marche. Je vous remercie pour cette question qui nous engage collectivement et nous oblige à regarder l'avenir avec lucidité, responsabilité et détermination. Je voudrais, à l'entendre de mes propos, remercier le gouvernement du Maroc pour son hospitalité et la vision de Sa Majesté Mohamed VI qui est liée à la justice. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes face à un défi africain pour remonter et pour pouvoir trouver des solutions terrain propres à l'Afrique pour l'élimination du travail des enfants. En ce qui concerne la République de Djibouti, depuis Durban, nous avons mis en place une politique d'enfance qui est présidée par le Premier ministre et qui englobe tous les secteurs. Le ministère du Travail que je suis, le ministre de l'Éducation, le ministre des Affaires sociales et le ministre de la Femme et de la Famille. Cela veut dire qu'il y a un ancrage multidimensionnel de cette thématique, de ce thème de l'enfance et de l'élimination des travailleurs, des travail des enfants dans la République de Djibouti. Ensuite, nous avons mis en place une politique de protection sociale qui englobe l'accès universel à tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas de travail stable. L'État a mis en place cette initiative depuis 2014. Donc elle est généralisée, aussi bien chômeur comme celui qui travaille. Nous avons également renforcé les inspections au niveau des entreprises. Nous avons également généralisé les crèches pour la petite enfance, pour donner la préscolarisation. Avant, c'était une qui était réservée pour uniquement l'association civile et les secteurs privés. Mais l'État a pris les choses en main. Le ministère de la Femme et le ministère de l'Éducation ont mis dans toutes les régions, y compris dans les milieux ruraux, des crèches pour les préscolaires. Ceci veut dire pour pouvoir donner chance à ces enfants. Ensuite, nous avons priorisé et rendu obligatoire l'éducation jusqu'à 16 ans. Obligatoire jusqu'à 16 ans. Et au-delà, nous faisons les entreprises, nous demandons aux entreprises de pouvoir garder ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller dans les universités en pré-apprentissage avec des aides substantielles. Voilà l'essentiel de ce que nous avons voulu faire à la République de Djibouti. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour toutes ces études. Le secrétaire d'État chargé des sports a organisé aujourd'hui à Ila Hotel un séminaire intitulé Les métiers du sport et leurs débouchés, contraintes et opportunités. L'événement qui a réuni 180 participants, parmi lesquels les étudiants de l'Université de Djibouti, de l'Institut ISKE, des jeunes diplômés en sport, des bénévoles, le staff technique de la Fédération de football, d'anciens sportifs, ainsi que des journalistes spécialisés dans le sport. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, le préfet de la ville de Djibouti, ainsi ont honoré de leur présence à cette journée. L'objectif de ce séminaire était sensibiliser les jeunes aux différentes opportunités et carrières dans le secteur sportif, tout en abordant les contraintes, les défis qu'ils peuvent y rencontrer. Le directeur des sports, Abshir
Ali Hassan, intervenant lors des panels, a présenté des structures fédérales et associatives ainsi que des instructions. Des experts du cabinet du Conseil d'Alliance ont ensuite exposé les profils recherchés. Notre cabinet et accompagner un peu les jeunes dans les métiers et les débauchés par rapport aux métiers qui tournent autour du sport. Chose qui est aujourd'hui très intéressante et très importante parce que le sport est un domaine en pleine expansion et les jeunes n'ont parfois pas la visibilité de tout le travail qui peut se faire tout autour. Donc voilà, aujourd'hui, atelier très très intéressant et c'est pour ça qu'on a été sollicité. C'est un immense honneur et plaisir d'être ici aujourd'hui et de partager ça avec. Écoutons à présent l'intervention du secrétaire d'État chargé au sport qui remercie le cabinet du Conseil Alliance pour son soutien. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui à ce séminaire intitulé Les métiers du sport et leurs débouchés, contraintes et opportunités. Je voudrais tout d'abord saluer la présence de nos jeunes étudiants de l'Université de Djibouti et de l'institution Iskaï, ainsi que des jeunes diplômés en sport, des bénévoles et des anciens sportifs. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre intérêt pour le développement du sport à Djibouti et votre volonté de contribuer à son essor. Le sport est un secteur en plein essor à Djibouti et il offre de nombreuses opportunités pour les jeunes qui souhaitent en faire leur carrière. Cependant, il est important de reconnaître que le secteur du sport est également confronté à des défis et contraintes, notamment en termes de formation, de financement et d'infrastructures. C'est pourquoi ce séminaire est particulièrement important. Il vise à informer sur les différents métiers du sport et leurs débouchés, ainsi que sur les contraintes et les opportunités qui existent dans ce secteur. Je regrette toutefois que ce type de séminaire n'a pas été organisé plus tôt, notamment au niveau de l'éducation nationale, pour éclairer et orienter les élèves de le secondaire sur les parcours professionnels possibles dans le domaine du sport. Il est crucial de sensibiliser les jeunes de ces opportunités pour qu'ils puissent faire des choix éclairés pour leur avenir. Je suis convaincu que les discussions et les échanges qui auront lieu aujourd'hui vous seront très utiles pour vous aider à prendre des décisions éclairées sur votre avenir professionnel. Je voudrais également remercier les experts et les intervenants qui ont accepté de partager leur expérience et leur expertise avec nous aujourd'hui. Votre contribution est précieuse et nous sommes reconnaissants de votre soutien. Enfin, je voudrais vous encourager à être proactifs et à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Le sport est un secteur dynamique et en constante évolution. Et il offre de nombreuses possibilités pour ceux qui sont prêts à travailler dur et se donner les moyens de réussir. Je déclare donc ouvert ce séminaire et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée de travail. Dans l'actualité de ce 22 jours également, une délégation sud-soudanaise et de l'Ouganda, conduite par Rizir Zekri Hassan, également le ministre des Transports de la République Sud-Soudan, M. Edward Katumba Wamala, ministre des Travaux publics et des Transports de la République de l'Ouganda, ont effectué une visite officielle des principales infrastructures portuaires logistique des Djibouti. Sous la conduite d'Abakar Malhadji, président des autorités des ports et des zones franches, cette tournée a débuté au port de vrac liquide de Demerjouk, installation pétrolière de nouvelle génération dotée d'un jeté offshore de 2,5 km et d'une capacité dynamique annuelle de 25 millions de tonnes pour 12 rotations. Relié au rivage pour une passerelle de 315 mètres, le port est équipé d'un système Matrix Manifold desservi par 9 pépilines, permettant ainsi la manutention simultanée de diesel, carburateur, essence, fioul, de GPL et de huile alimentaire.
la jetée alimente plusieurs terminaux de stockage offrant ainsi une capacité tactique globale de près de 2 millions de mètres cubes. La délégation s'est ensuite rendue au terminal conteneur de Doralé, capable d'accueillir les plus grands navires du monde, y compris les grands conteneurs de type Malaco Max. Grâce à ses standards élevés de productivité fiable, le terminal confirme ainsi le rôle de Djibouti comme hub logistique régional et international pour le commerce des conteneurs. Ainsi, la visite est poursuivie au port polyvalent de Doralé pour ainsi le traitement des vracs conventionnels et des marchandises diverses, soutenant ainsi de nombreux projets industriels et infrastructures à l'échelle régionale. Les ministres ont également découvert la zone franche internationale de Djibouti, la plus vaste zone franche d'Afrique, utilisée comme plateforme régionale du commerce et de distribution. Elle constitue un choix stratégique dans le cadre du modèle commercial CIF, Djibouti, coûts, assurance et fret. Grâce à un écosystème intégré associant port, logistique, zone industrielle et connectivité multimodale, le port de la zone franche permet ainsi de réduire les coûts de transport, d'optimiser les chaînes d'approvisionnement et d'améliorer les délais de transit. Il a également rappelé que le Sud-Soudan dispose déjà d'une passerelle de 12,354 mètres cubes au sein des ports dédiés aux activités d'entreposage et de distribution, à un accord global qui confie également l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti le développement de plusieurs ports fluviaux et ports secs et sud-ports, ainsi les ports sud-soudanais notamment, plusieurs autres partenariats. Et dans une intervention, respectivement dans la continuité de cette visite, le ministre sud-soudanais des Transports a exprimé l'intérêt de son pays pour l'utilisation des ports de Demerjoug comme point d'exportation du pétrole brut de Soudan du Sud via Djibouti grâce à un système de convoi de 700 camions-citernes. Cette option stratégique positionnera Djibouti comme une porte d'accès maritime majeure pour leur exportation énergétique sud-soudanaise. Il a également rappelé que Sud-Soudan dispose déjà d'une passerelle de 12 354 mètres cubes au sein des ports, donc dédiés aux activités d'entreposage et de distribution. De son côté, le ministre ougandais des Travaux publics et des Transports a salué le développement d'infrastructures de classe mondiale. Il a qualifié d'atout de transformation et de logistique de commerce en Afrique de l'Est. Il a également souligné que l'Ouganda entend tirer pleine partie des plateformes portuaires logistiques de Djibouti afin de réduire les délais de transit, diminuer ainsi les coûts logistiques et améliorer ainsi l'efficacité commerciale dans le cadre de leur partenariat gagnant-gagnant. Autre nouvelle du pays, cette fois-ci dans le cadre du renforcement des coopérations financières entre la République de Djibouti et les institutions multilatérales, la directrice générale des fonds de développement économique de Djibouti s'est envolée mardi, hier, pour Abidjan, au Côte d'Ivoire, mission de travail de premier plan qui se déroule au siège de la Banque africaine de développement, qui vise à consolider les liens de partenariat entre l'institution financière djiboutienne et le groupe du Banque de développement africain, acteur incontournable de financement du développement du continent. Au programme de cette visite, les séances de travail ainsi que des cadres de la banque afin d'explorer les nouvelles opportunités de financement, d'accélération de la mise en œuvre des projets structurants pour l'économie nationale et d'échanger sur les meilleures pratiques de manière à financer de finances inclusives et de développement durable. Cette présence de haut niveau témoigne ainsi de la mobilisation constante du FDED pour placer Djibouti au cœur des circuits financiers. Le 16 février 2026, la garde-côte djiboutienne et la garde-côte japonaise ont organisé conjointement l'édition 2026 de leur exercice de simulation de transfert de pirates, l'un des piliers de leur coopération bilatérale. La journée a débuté par un briefing à bord d'un navire japonais au port de Djibouti, en présence de l'ambassadeur japonais, M. Akiro Okoshi, du lieutenant-colonel Mohamed Adawi Mohamed, commandant par intérim de la garde-côte djiboutienne, le vice-amiral Takashi Tori, de plusieurs officiers des deux institutions.
Cette manœuvre, la 11e de son genre, au pays visé, le transfert de pirates depuis le port de Djibouti vers la base des forces d'autodéfense japonaises à Djibouti, sous escorte de la garde côte djiboutienne. L'exercice a permis de tester en grandeur, en grande nature, les dispositifs prévus pour ce type d'opération en plaçant les participants dans les conditions réelles d'arrestation et de transfert. L'objectif principal étant également de renforcer la coopération de coordination entre les équipes djiboutiennes et japonaises dans le cadre de lutte de la piraterie maritime. À l'issue de l'exercice, le vice-amiral japonais a souligné l'importance du renforcement des capacités des autorités sécuritaires maritimes. Ainsi, de son côté, le lieutenant-colonel Mohamed Adawi Mohamed a rappelé les liens étroits qui unissent les deux institutions, évoquant ainsi leur coopération dans les détroits de Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden, ainsi que dans les domaines de formation. Les deux officiers supérieurs ont supervisé l'ensemble des opérations et ont salué l'excellente relation et professionnalisme des équipes mobilisées. Ils ont également mis en avant les efforts de coordination de la République djibouti et japonaise pour renforcer la sécurité et la sûreté maritime et de lutte efficacement des pirates maritimes. Pirate criminals. Je vous propose d'écouter à présent le commandant de la garde-côte djiboutienne par intérim, M. Adawi Mohamed. Nous sommes réunis ce matin au port de Djibouti dans le cadre de l'exercice escorte des pirates entre la garde-côte djiboutienne et la garde-côte japonaise ainsi que la marine japonaise. Cet exercice annuel consiste à escorter des pirates interpellés en mer, arrivés au port de Djibouti. La garde-côte djiboutienne accompagne la garde-côte japonaise pour escorter les pirates du port de Djibouti jusqu'à l'aéroport. Donc un avion de la garde-côte japonaise se trouve à l'aéroport et pour embarquer les deux pirates qui seront transférés directement au Japon pour juger pour les fautes commises. Donc, de renforcer la coopération entre la garde-côte japonaise et la marine japonaise et les gardes-côtes djiboutiennes pour assurer la sécurité maritime dans la région. Donc, je remercie ici l'ambassadeur du Japon qui a voulu bien prendre part de sa présence et de son soutien indéfectible apporté à la garde-côte djiboutienne, ainsi que tous les officiers qui y ont participé, que ce soit japonais ou djiboutiens, pour la réussite de cet exercice. Et nous terminons avec une information d'Audikil, le SOS Village d'enfants, en partenariat avec le ministère de la Femme et de la Famille, organisé ce matin à l'hôtel la cérémonie officielle de lancement de son programme d'action humanitaire en réponse aux urgences dues à la sécheresse destinée à la région du Djikil et dans les localités environnantes. Cette initiative dans le cadre des efforts conjoints du gouvernement de la République Djibouti avec ses partenaires pour atténuer les effets de la sécheresse persistante qui touche particulièrement les populations vulnérables, notamment les enfants et les familles vivant dans les zones rurales et pastorales. Cette cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités, dont la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, ainsi que Mohamed Abdelkader Moussa, ministre de l'Environnement et du Développement durable, de Hassan Abdi Roblé, préfet de la région de Djikil, était également présent, le directeur de SOS Village, M. Omar Dilita, ainsi que d'autres partenaires.
Le programme prévoit des actions concrètes telles que le soutien alimentaire, l'accès à l'eau potable, la protection de l'enfance, l'accueillement psychosocial, le renforcement de la résilience des familles à travers ce lancement SOS Village d'enfants et ses partenaires réaffirment l'engagement, contribuant ainsi activement aux besoins des familles et autres urgences dues aux conséquences du changement climatique et les résiliences et communautés des régions d'Ikil, un esprit de solidarité et de responsabilité partagée. C'est un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de cette rencontre importante qui nous réunit autour d'un objectif commun, le développement social et le bien-être de nos populations. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à l'association SOS Village, dont la présence parmi nous marque une étape significative pour la région de Dikil. Votre engagement en faveur des enfants, des familles vulnérables et du développement communautaire est connu et salué. Votre expérience et votre expertise constituent un atout précieux pour accompagner nos efforts locaux. La région de Dikil, comme vous le savez, fait face à plusieurs défis sociaux, la protection de l'enfance, l'accompagnement des jeunes, le soutien aux familles en situation, ainsi que l'accès aux services sociaux de base. Ces enjeux nécessitent une mobilisation collective et une coopération étroite entre l'État, les collectivités et les leaders communautaires, ainsi que les organisations de la société civile. L'arrivée des SOS Village à Dikil représente pour nous une opportunité majeure. À travers les actions sociales qu'elle entreprendra, qu'il s'agisse de la protection de l'enfance, du soutien scolaire, de l'accompagnement psychosocial ou encore du renforcement des capacités des familles, cette association contribuera sans aucun doute à renforcer la cohésion sociale et à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Le directeur de SOS Village a rappelé quant à lui que son organisation poursuivra ses actions. Lancé par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, à travers le plan national de riposte d'urgence en faveur de plus de 41 000 ménages ruraux, SOS Village d'enfants s'est immédiatement mobilisé pour répondre à cet impératif national. Conformément à notre mandat de protection de l'enfance et de renforcement des familles, nous avons lancé un appel à nos bailleurs de fonds afin de mobiliser des ressources d'urgence. Grâce à la solidarité internationale, notamment de SOS CVW International, nous avons pu mobiliser un financement d'environ 500 000 €. Cette réponse ne constitue pas une action ponctuelle, mais s'inscrit pleinement dans notre stratégie nationale à soutenir efficacement les efforts du gouvernement dans la gestion de la crise humanitaire. Le projet que nous inaugurons aujourd'hui vise à soutenir 10 000 individus vulnérables de la région du sud d'Ikil à travers une approche intégrée et multisectorielle. L'axe prioritaire porte sur l'accès à l'eau, ressource vitale gravement compromise par la sécheresse. Nous procéderons au renforcement des citernes existants, à la distribution des réservoirs individuels aux familles et à des actions concrètes pour sécuriser durablement l'approvisionnement en eau. Nous accompagnerons également les ménages par l'octroi des bétails afin de restaurer les moyens de subsistance et une aide financière symbolique sera accordée à plus de 900 familles parmi les plus vulnérables pour répondre aux besoins immédiats. Parce que la sécheresse n'est pas seulement une crise matérielle, mais aussi psychosociale, 3 000 familles bénéficieront d'un accompagnement en soutien psychosocial pour renforcer leur résilience aux chocs répétés. Nous mettrons en place 3 espaces créatifs adaptés à l'enfance, véritable cadre favorisant l'expression, la protection et le développement des enfants. Des campagnes de sensibilisation seront conduites sur la protection et les droits de l'enfant. Des activités génératrices de revenus seront développées afin de pouvoir promouvoir l'autonomisation économique des familles. Et en nouvelle hors du pays, cette fois-ci, l'occupation israélienne retire aux autorités palestiniennes le pouvoir d'enregistrement foncier dans une mesure jugée la plus marquante
depuis 1967. Dans un développement qualifié comme l'un des plus significatifs en matière de gestion des terres depuis 1967, les autorités de l'occupation israélienne ont retiré à l'autorité palestinienne les compétences liées à l'enregistrement foncier. Selon les responsables palestiniens, cette décision renforçait le contrôle israélien sur les territoires occupés et ouvrirait la voie à une nouvelle réalité juridique administrative sur le terrain. L'enregistrement des terres constitue un pilier essentiel pour la reconnaissance de la propriété, l'organisation de l'urbanisme, de la résolution des litiges fonciers. Les responsables palestiniens estiment que la perte de ces prérogatives pourrait avoir des conséquences directes sur les droits des propriétés palestiniens. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous que nous avons suivis sur Télé Djibouti. Merci pour votre confiance renouvelée ainsi qu'à l'équipe de la régie. C'était le journal de l'information.